un secret enfoui depuis des décennies, est enfin révélé. Et la personne qui brise le silence est Dionne Warwick, une femme qui a vu plus de choses que quiconque ne pourrait jamais imaginer. Qu'est-ce qui l'a poussée à parler maintenant? Et quelle est la vérité sur Karen Carpenter que Dionne a cachée pendant si longtemps? Découvrons ce qui n'a jamais été dit. Un souvenir lié au nom de Karen Carpenter. L'ange chantait des chansons d'amour d'une voix aussi douce que la brume, bien que sa vie ait été comme une blessure sans fin qui n'a jamais vraiment guéri. Karen Carpenter, cette femme qui a apporté au monde de douces chansons d'amour, mais qui a vécu dans la solitude et une profonde blessure que personne ne connaissait. Les deux femmes, qui semblaient provenir de deux mondes complètement différents, se sont rencontrées par hasard lors d'une nuit pluvieuse de novembre 1971, dans une petite salle des coulisses de New York. Karen, alors au sommet de sa carrière avec The Carpenters, s'est enveloppée dans un mince manteau et s'est recroquevillée dans un coin sombre. La représentation est brusquement interrompue par une légère crise de panique qui la rend presque incapable de continuer. Au même moment, Dionne Warwick, qui revenait d'une longue tournée en Europe, est passée à l'improviste dans les coulisses après avoir entendu parler de l'incident. En entrant dans la pièce, Dionne a aperçu les yeux de Karen. Et ce qui l'a arrêtée, ce n'est pas la curiosité ou l'admiration, mais une tristesse qu'elle ne reconnaît que trop bien. Je regarde, je l'ai vu dans le miroir en 1967, quand je voulais tout abandonner. Se souvient Dionne dans une rare interview avec le magazine Rolling Stone. Karen n'a pas dit un mot. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas appelé à l'aide. Mais Dionne savait, d'une manière ou d'une autre, que Karen mourait à l'intérieur chaque jour. Il n'y a pas eu d'accolade chaleureuse, ni de présentation formelle, juste une tasse d'eau chaude que Dionne lui a tendue. Karen l'a prise, a hoché la tête et, à partir de ce moment, un lien silencieux est né, sans qu'on l'ait demandé, sans qu'on l'ait provoqué. Cette rencontre n'a jamais fait l'objet d'articles de journaux, d'affiches ou de biographies. Mais pour Dionne, ce fut le début d'une ligne de vie silencieuse. Ils ont commencé à s'écrire des lettres. Dans un monde du spectacle où l'on court sans cesse après les projecteurs et les nouvelles, c'était presque une protestation silencieuse. Les premières lettres étaient courtes. Karen a posé des questions sur la santé de Dionne, a fait des compliments sur quelques-unes de ses chansons. Mais peu à peu, les mots de Karen sont devenus plus réels, plus complets et plus douloureux. Parfois, je chantais et je ne me souviens même pas de ce que je chante. Le public applaudit, je souris. Mais à l'intérieur, je ne ressens rien, si vide que je peux entendre mon cœur se briser. Dionne n'a jamais répondu à ces lettres par de la pitié. Elle ne connaissait que trop bien le piège de la gentillesse dans l'industrie du spectacle, où les gens font semblant de se soucier des autres juste pour marquer des points auprès des médias. Mais elle a compris. Elle a vu ce que personne d'autre n'a vu. Elle savait que Karen n'était pas faible. Elle était juste trop forte pour un monde qui ne lui permettait pas d'être faible. Une nuit de juin 1972, Karen s'est présentée à l'improviste à la porte de la chambre d'hôtel de Dionne à Los Angeles. Elle n'a rien dit, elle n'a pas pleuré. Elle s'est simplement assise, a enlevé ses chaussures et a demandé à Dionne de chanter une chanson. Dionne a choisi Walk On By, une chanson qui était synonyme de la solitude qu'elle avait vécue. Lorsque les derniers mots ont été prononcés, Karen n'a pas pu rester debout. Elle est tombée sur une chaise, sans parler, sans pleurer, juste en tremblant. Dionne n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle est restée assise, silencieuse. Parfois, on a juste besoin que quelqu'un reste assez longtemps pour nous empêcher de nous effondrer. Dans les mois qui ont suivi, Dionne a continué à faire la seule chose qu'elle savait être juste. Écouter. Et parfois, elle envoyait à Karen un petit mot avec quelques lignes écrites à la main. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être aimé, où l'obscurité n'est pas seulement un endroit où l'on peut s'enfuir. Parfois, c'est un endroit où les appels à l'aide sont enterrés pour toujours. Karen Carpenter, la femme à la voix d'ange, n'a jamais cessé d'essayer. Mais dans un monde qui exige la perfection, il suffit parfois d'une seule personne suffisamment sensible pour écouter et sauver une âme. Tous les projecteurs sont braqués sur elle. Mais a-t-on vu ce qu'il y a dans ses yeux? Être une star, c'est être célébré, admiré. Mais c'est aussi vivre dans une cage de verre dont on ne peut s'échapper. Quelle pression ronge silencieusement son âme chaque jour. Et combien de personnes osent admettre que les projecteurs peuvent parfois brûler un cœur fragile. Voyons de plus près ce qu'une star doit sacrifier pour rester brillante.
la pression d'être une star. Le secret des larmes silencieuses de Karen Carpenter n'était pas seulement la pression de la célébrité. Il était plus profond, plus insidieux, et provenait de l'endroit où elle aurait dû se sentir le plus en sécurité, sa famille. Karen vivait dans une prison invisible. Il n'y avait pas de barreaux, pas de serrure, mais l'enfermement était palpable, à chaque minute, à chaque respiration. Et les personnes qu'elle aimait le plus, sa mère, son frère, étaient celles qui, sans le vouloir, étaient devenues les gardiens les plus implacables de la prison. Agnes Carpenter, la mère de Karen, était une femme connue pour sa sévérité et sa froideur. Dionne Warwick, la seule personne en qui Karen avait suffisamment confiance pour lui confier sa douleur, a décrit Agnès comme n'étant pas du genre à crier ou à gronder, elle n'en avait pas besoin. Elle exprimait sa frustration et son contrôle par des regards silencieux, des commentaires acerbes cachés derrière un vernis pour les enfants. Pour Karen, l'amour de sa mère n'a jamais été considéré comme acquis. Même lorsqu'elle est devenue une star internationale, vendant des millions de disques, saluée comme la voix d'or de sa génération, aux yeux d'Agnès. Elle restait la fille qui n'était pas assez bien. Chaque réussite de Karen était comparée à celle de son frère, Richard Carpenter, pour lequel Agnès nourrissait de grands espoirs. Karen souhaitait ardemment que sa mère la prenne dans ses bras, la complimenter, la regarder gentiment. Mais tout ce qu'elle obtenait, c'était qu'elle lui demande de faire mieux, de sauver les apparences, d'être bonne, de ne pas mettre sa famille dans l'embarras. Elle avait l'habitude d'appeler Dionne tard dans la nuit, quand toute la ville était endormie, quand elle ne pouvait plus maintenir l'image forte que tout le monde attendait d'elle. Mais même alors, Karen n'entamait jamais la conversation par des plaintes. Elle parlait de choses ordinaires. « Je viens d'enregistrer une nouvelle chanson. Les fans sont si mignons aujourd'hui. Tu trouves que la photo dans le magazine de ce mois-ci est jolie ?» Elle baisse la voix comme si elle craignait que quelqu'un l'entende dans l'obscurité. « Ma sœur, je ne sais pas si quelqu'un m'écoutera encore. » Point. Au début, Dionne pensait qu'elle était simplement fatiguée, mais peu à peu, elle a compris. Ce n'était pas une question, c'était un appel à l'aide. Karen Carpenter n'avait pas le droit à l'erreur. Elle n'avait pas le droit de prendre du poids. Elle n'avait pas le droit de refuser une tournée ou de manquer une session d'enregistrement. Dans l'industrie du spectacle, beaucoup d'artistes peuvent choisir d'arrêter, mais pas Karen. Richard Carpenter, son frère, avec qui elle a fondé The Carpenters, était un génie de la musique. Mais il était aussi un perfectionniste impitoyable. Il contrôlait chaque arrangement, chaque battement de tambour, chaque chant d'accompagnement et la vie de Karen. Karen a écrit un jour dans une lettre non envoyée, que Dionne possède encore aujourd'hui. Même ma respiration doit suivre le rythme qu'il veut. Je ne sais pas si je suis toujours moi. Karen n'est pas faible. C'est une guerrière. Mais elle doit se battre chaque jour contre les attentes de ses proches, de son public, de la société, et contre l'image de l'ange parfait qu'elle n'a jamais le droit de briser. Elle ne se contente pas de jouer sur scène. Elle se produit dans sa vie quotidienne, depuis le doux sourire qu'elle affiche lorsqu'elle sort des coulisses jusqu'aux yeux brillants qu'elle pose lors des interviews. Mais derrière les lumières, lorsque le public se lève pour applaudir, lorsque tout le monde s'en va dans la nuit, Karen retourne dans son lit simple, les yeux fixant le plafond, et son cœur, morceau par morceau, continue de se briser en silence. Personne ne voit rien, parce que tout le monde est tellement absorbé par la voix angélique qu'il oublie qu'un ange peut aussi souffrir. Comment une chanteuse angélique a-t-elle pu tomber dans une spirale d'automutilation à cause d'un miroir et de quelques chiffres sur une balance? Pour elle, chaque repas n'était pas une question de survie, mais de contrôle. Non pas parce qu'elle n'aimait pas manger, mais parce qu'elle avait peur. Peur de prendre du poids, peur de perdre le contrôle, peur de décevoir sa mère et son frère, peur de briser l'image de perfection véhiculée par le monde. Et dans cette peur, elle a commencé à faire des choses les plus essentielles de la vie ses ennemis. Karen ne mangeait pas comme une personne normale. Karen Carpenter a commencé à suivre un régime alors qu'elle était encore au lycée. Sous la supervision d'un médecin, elle a adopté le régime Stillman, qui consiste à manger principalement des aliments pauvres en graisse, à boire 8 verres d'eau par jour et à éviter les aliments gras. En conséquence, elle est tombée à 54 kilos, 120 livres, un poids qu'elle a maintenu pendant longtemps. Cependant, en 1973, au plus fort de la carrière des Carpenters, elle commence à se sentir malheureuse par rapport à son apparence. Une photo de concert lui a fait réaliser que les costumes qu'elle portait
la faisait paraître plus lourde qu'elle ne le pensait. Sentant le besoin d'un changement, elle a engagé un entraîneur personnel qui lui a conseillé de se muscler. Cependant, son nouveau régime alimentaire l'a fait se sentir plus lourde au lieu d'être plus mince. Insatisfaite des résultats, Madame Carpenter a décidé de se lancer elle-même dans un programme de perte de poids, en utilisant des appareils d'exercice et en comptant les calories chaque jour. Elle a ainsi perdu une vingtaine de kilos et a continué à en perdre 5 autres. Ses habitudes alimentaires ont également changé progressivement. Elle invitait souvent les gens autour d'elle à goûter ses plats afin de pouvoir manger moins, et la pratique de réduire les portions est devenue une habitude. En septembre 1975, Karen ne pesait plus que 90 livres. Lorsqu'elle monte sur scène, le changement spectaculaire de son apparence surprend ses fans et beaucoup lui écrivent pour s'enquérir de son état. Malgré cela, Karen Carpenter n'a jamais admis qu'elle souffrait de troubles alimentaires. Interrogée à ce sujet lors d'une interview télévisée en 1981, elle a simplement répondu qu'elle avait chié. Cependant, ses proches, comme Dionne Warwick, ne pouvaient s'empêcher de remarquer que quelque chose n'allait pas. Dionne a écrit un jour que lorsqu'elle a rencontré Karen lors d'un déjeuner à New York en 1981, elle a été stupéfaite par son apparence incroyablement mince. Sous les projecteurs et les applaudissements, personne n'a vu la vérité qui rongeait silencieusement Karen Carpenter chaque jour, une vérité qui a commencé par de petites décisions apparemment inoffensives. Elle a commencé à contrôler sa consommation de nourriture en réduisant un peu, afin de garder une silhouette plus fine pour ses apparitions à la télévision. Mais un peu s'est rapidement transformé en trop peu, puis en presque rien. Un matin, elle a sauté le petit déjeuner. Le lendemain, elle a refusé de déjeuner. Lorsqu'elle s'en est rendue compte, les rations quotidiennes de Karen se réduisaient à quelques tranches de fruits, de l'eau et, si elle était vraiment luxueuse, une demi-mince de pain blanc, pas de beurre, pas de confiture, rien. Elle appelait cela de la discipline. Son entourage, qui ne comprenait pas, appelait cela de la détermination. Ironiquement, toute l'industrie a applaudi sa discipline. Ils l'ont complimenté sur sa forme physique. Ils l'ont complimenté sur sa beauté. Louée comme l'incarnation du raffinement et de la retenue de Karen la tuait à petit feu. Lors d'une tournée au Japon, où elle se produisait presque sans interruption, Karen s'est effondrée après une représentation de Superstar. Elle est emmenée en coulisses, épuisée. Son pouls est si faible que son médecin lui ordonne de se reposer pendant au moins 3 jours. Mais son contrat le lui interdisait. 14 heures plus tard, Karen est de retour sur scène comme si de rien n'était. Lors d'un appel de Tokyo, First Minute, Karen chuchotait au téléphone. « Ma sœur, j'ai l'impression que mon corps est en train de se manger lui-même. » Point. Dionne Warwick, amie proche de Karen et l'une des rares personnes à l'avoir écoutée, a fondu en larmes en se remémorant ce moment. « Je n'avais jamais entendu quelqu'un dire cela avant que Karen ne le dise. Et le pire, c'est que je savais qu'elle n'exagérait pas. À l'époque, le monde comprenait mal l'anorexie mentale. Aucun médecin n'a tiré la sonnette d'alarme. Au contraire, il la félicitait pour sa maîtrise de son corps. Ils y voyaient la marque d'une star qui soigne son image. Mais en réalité, le corps médical, les médias et un public qui ne se doutait de rien faisaient partie de la machine qui tirait lentement Karen vers l'obscurité. Dionne était arrivée sans prévenir à un concert de Karen à Chicago. Assise dans le public, elle avait du mal à reconnaître sa meilleure amie. Karen portait une robe ivoire, mais elle était si ample qu'elle glissait sur ses épaules lorsqu'elle s'inclinait. Ses mains tremblaient lorsqu'elle tenait le micro, et ses jambes vacillaient comme si elle risquait de s'effondrer à tout moment. Mais sa voix résonne toujours, claire et envoûtante, comme si la faiblesse n'existait pas. Après le spectacle, Dionne est allée dans les coulisses. Karen ne s'est pas allongée, ne s'est pas reposée. Elle s'est assise par terre, le dos contre le mur, la tête baissée, les yeux sombres et la peau pâle à souhait. Dionne s'est assise à côté d'elle et lui a demandé doucement. « As-tu mangé, Karen ?» Elle a souri, ses yeux ne rencontrant pas ceux de Dionne. « Une demi-tranche de pain et un bonbon à la menthe. Il faut que tu gardes l'estomac léger pour ce soir. » Point. Et elle l'a dit comme si c'était tout à fait normal. Comme s'il s'agissait d'une stratégie rationnelle. Comme s'il s'agissait d'une condition nécessaire à l'acceptation. Dionne a essayé de sortir Karen de cette spirale. Elle lui a envoyé une liste de thérapeutes
et a programmé un rendez-vous privé dans un centre de santé mentale de Santa Barbara, réputé pour ses traitements de pointe des troubles de l'alimentation. Karen a accepté. Elle a acquiescé. Elle a même dit merci. Mais la veille de la séance, Karen a appelé et a chuchoté. « Ma mère dit que si je vais voir un thérapeute, toute la famille va perdre la face. » Point. Elle n'y est donc pas allée. Pour sa famille. Pour sa réputation. Par peur d'être étiquetée instable. Ce n'était pas seulement la douleur d'un artiste. C'est l'effondrement tranquille d'une âme qui est encadrée dans une image parfaite, où chaque goutte d'eau, chaque bouchée de nourriture, chaque douleur doit être ajustée, s'adapter à la lumière des projecteurs. Comment s'échapper d'un endroit où tout le monde vous loue, mais qui vous ronge? Pour Karen Carpenter, la célébrité n'est pas seulement un rêve, c'est une cage. Elle vit dans un cycle toxique où la perfection n'est pas un but, mais une condition d'existence. Karen doit toujours être rayonnante, toujours mince, toujours chanter comme si tout allait bien. Mais derrière la façade se cache une guerre silencieuse entre son vrai moi et l'image que tout le monde veut qu'elle projette. Et malheureusement, elle ne peut pas s'échapper. Parce que chaque fois qu'elle essaie de s'arrêter pour reprendre son souffle, le monde entier l'encourage à continuer à courir. Karen vivait dans un cycle toxique. Lorsqu'elle chantait comme un ange, le public l'aimait, mais seulement lorsqu'elle chantait ainsi. Sa famille la gardait près d'elle, mais ne l'a jamais vraiment aimée en tant que personne. Et elle ne savait plus qui elle était. Non seulement elle ne mangeait pas, mais elle ne dormait pas et ne rêvait pas non plus. Elle ne faisait que jouer. C'est presque comme si j'étais un extraterrestre dans mon propre corps. Cela fait penser à une marionnette en bois. Karen a déclaré « Elle est belle, délicate et peut facilement être cassée, mais ce n'est plus moi. » Point. Lors d'une visite à Dionne dans le New Jersey, Karen s'est retrouvée incapable de contenir ses sanglots et s'est enfoncée dans le canapé. « Si un jour je ne suis plus là, ne permettez pas qu'on me qualifie d'icône. » A supplié Dionne. Et si c'est le cas, comment aimeriez-vous qu'on vous appelle? Si c'est le cas, comment aimeriez-vous qu'on vous appelle? Karen n'a répondu que par un seul mot. Human. À ce moment-là, Dionne a compris que Karen avait atteint un point où elle ne pouvait plus se libérer de la souffrance qu'elle éprouvait. Elle avait dépassé le seuil de la douleur. Ces secrets que Dionne avait enfouis depuis si longtemps sont ceux qui continuent de la tourmenter ce matin. Mais ce que peu de gens ont jamais su, c'est ceci. En raison de la décision de Dionne d'affronter la propre famille de Karen pour tenter de la sauver, Karen vivra avec les remords qu'elle éprouve pour le reste de sa vie. L'histoire qui n'a jamais été racontée est celle que voici. Jusqu'à présent, la réalité que personne n'a osé révéler. Les mots « j'ai essayé de la sauver » ont été prononcés par Dionne Warwick, non pas à travers les larmes, mais d'une voix si sereine qu'elle fait froid dans le dos. Car derrière ces 4 mots, relativement faciles à prononcer, se cachait un combat silencieux contre tout un système, la famille, l'industrie, les médias et les préjugés culturels. Lorsque Dionne est arrivée en 1978, elle s'est rendue directement au studio d'enregistrement où Karen travaillait. Karen a dit, d'une voix faible et cassée, « 6, je ne ressens plus rien. » C'était après avoir reçu un appel téléphonique qui avait ébranlé sa confiance. En mangeant, je suis incapable de goûter. Pendant que je chante, je ne m'entends pas. J'ai l'impression de disparaître. Cependant, il fallut quelques secondes à Dionne pour identifier Karen lorsqu'elle arriva sur les lieux. Ses yeux étaient ternes, comme si son esprit avait déjà quitté son corps, et sa peau était aussi pâle que du papier. Ses bras étaient un peu plus épais que le poignet d'un enfant. Dionne n'a plus le temps d'attendre. Elle a contacté un médecin privé, a pris rendez-vous pour que Karen soit admise dans une clinique de réadaptation nutritionnelle et a promis de payer tous les frais liés à cette admission. En revanche, Richard Carpenter l'attendait dès sa sortie du studio. « Vous n'y avez pas droit. » C'est ce qu'il a déclaré dès le début. Il n'y a ni accueil, ni gratitude. Dionne n'a pas reculé d'un pouce. Elle a répondu en disant « Si votre sœur meurt dans les 2 prochaines années, je ne resterai pas silencieuse. » Cependant, Richard n'a rien fait d'autre que de serrer ses lèvres l'une contre l'autre et de dire quelque chose que Dionne garderait à l'esprit pour le reste de sa vie. Karen est une personne créative. Non, elle n'a pas besoin d'un compagnon. Elle a besoin de préserver son image. Comment peut-elle préserver son image? Dès que Dionne a commencé à évoquer la discussion, toute la salle d'interview est devenue complètement silencieuse. En effet, tout le monde était conscient du fait que dans le monde du spectacle, l'image peut être évaluée plus haut que la vie elle-même. Mais vue sous cet angle,
C'était incompréhensible. C'est à ce moment-là que Dionne reconnaît que je me battais contre une machine et que Karen en faisait partie depuis trop longtemps pour s'en libérer. Immédiatement après l'altercation avec Richard Carpenter, Dionne n'a pas pu entrer en contact avec Karen. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard, Dionne reçoit une lettre anonyme sans signature à son domicile. La seule ligne qui a été incluse était « Ne vous mêlez pas des affaires des Carpenters », plus que quiconque. Dionne a compris ce message. Karen, quant à elle, n'avait jamais vraiment eu le choix en la matière. Elle était obligée d'acquiescer dans une société où la défiance était synonyme d'anéantissement. Dionne ne parlait pas. Cependant, néanmoins, le silence n'est pas synonyme de soumission. Elle rencontra Karen à nouveau 3 mois plus tard, un soir de l'automne 1980, lorsque Karen se présenta à sa porte, pâle et négligée, avec des yeux aussi ternes que de l'eau, qui aurait stagné trop longtemps. « Tu sais, je ne sens plus l'automne. Quand je marche dans les feuilles qui tombent, tout ce que je sens, c'est la chaleur. » Ces mots ont tourmenté Dionne pendant la décennie suivante. Car pour Karen, une personne autrefois si sensible qu'elle pouvait faire de la musique inspirée par la couleur du ciel après la pluie, l'incapacité à ressentir la saison était l'indice ultime que son âme commençait à s'évanouir. Karen se restait en contact avec Dionne, qui a discrètement pris des dispositions pour qu'elle consulte un médecin dans le Connecticut, sans que personne ne soit au courant de la situation. Ils ne se rencontrent que la nuit, dans une voiture garée sous les arbres. Les mots « S'ils découvrent que je me fais aider, ils annuleront ma tournée » ont été prononcés par Karen, qui tremblait fortement. Imaginez que Karen Carpenter, la voix qui a captivé le monde entier, a dû s'éclipser pour aller voir un médecin, comme une criminelle en fuite. Personne n'aurait pu imaginer qu'elle puisse le faire. En novembre 1982, Karen rendit sa dernière visite à Dionne. Elle vient de réintégrer sa propre maison à la suite d'un divorce. Dans la main de Dionne, elle a placé une cassette qu'elle avait apportée avec elle. Gardez-la. Si quelque chose devait m'arriver, vous sauriez quoi faire. Dionne n'a jamais révélé le contenu de cette cassette. Jusqu'à ce jour, Dionne a prononcé une phrase qu'elle n'avait jamais eu le courage de prononcer lors d'un événement public. Ils m'ont aimé, mais ils ont aimé une version de moi-même que je n'ai finalement pas pu supporter. Elle a finalement révélé qu'il s'agissait d'une confession lors d'une interview qui s'est déroulée il n'y a pas si longtemps. Vous êtes-vous déjà demandé, derrière les applaudissements et les projecteurs, qu'est-il arrivé à Karen Carpenter? Toute la douleur n'est pas visible en surface. Il y a des blessures enregistrées non pas à l'encre, mais au son, sur une vieille cassette, où la voix fragile de Karen murmure la vérité qui n'a jamais été dite. C'est la dernière confession, le témoignage d'une tragédie que personne n'a osé affronter pendant des décennies, et la seule à la détenir, non pas pour exposer qui que ce soit, mais pour protéger une promesse, c'est Dionne. Un journal enregistré. L'un des moments les plus obsédants que Karen a partagé est celui où elle a été forcée de se produire alors que son corps n'en pouvait plus. Une fois, après s'être évanouie dans les coulisses à cause de l'épuisement, elle a dû continuer à se produire. Non pas parce qu'elle aimait son travail, mais à cause du contrat qu'elle avait signé et des attentes de sa société de gestion et de ses fans. Même si son corps était presque complètement épuisé, Karen a dû monter sur scène comme une machine, n'ayant d'autre choix que de terminer sa prestation. L'histoire est encore plus déchirante lorsque le médecin de Karen, la seule personne qui ait osé lui conseiller de se reposer et de prendre soin d'elle, a été licencié pour ce seul conseil. La santé de Karen semblait moins importante que la carrière et l'image que la société de gestion voulait maintenir. L'absence de contrôle sur sa santé est devenue une partie du contrat musical, un engagement tacite qui a fait d'elle une marionnette sur scène, totalement contrôlée. Dionne, après toutes ces années, a décidé de parler enfin, sachant que cela ouvrirait l'industrie de la musique à des questions douloureuses sur la façon dont elle a traité Karen. Karen n'est pas morte de maladie, a déclaré Dionne. Elle est morte lentement du silence. Elle ne pouvait pas rester sans rien faire et regarder le silence continuer à tuer son amie. Et elle ne pouvait pas accepter que les gens oublient Karen, oubliait un ange musical pour l'illusion de perfection que l'industrie avait créée. La cassette que Dionne a conservée n'a jamais été rendue publique. Elle a déclaré « Je veux l'entendre au bon moment ». Quand les gens seront assez âgés pour comprendre que l'industrie de la musique a échangé un ange contre l'illusion de la perfection. On suppose que la cassette que Dionne a conservée pourrait commencer par des passages
décrivant les premiers jours où Karen a commencé à ressentir le stress de l'industrie musicale, où les gens ne se souciaient que de son image, et non de sa santé et de son bonheur véritable. Il est possible que Karen ait consigné les moments où elle se sentait épuisée, non seulement physiquement mais aussi mentalement, parce qu'elle devait maintenir une image publique parfaite et répondre aux exigences déraisonnables de sa direction. La cassette pourrait contenir des entrées de journal très honnêtes, avec la voix de Karen pleine de désespoir, alors qu'elle parle de la façon dont elle n'est plus elle-même. Elle aurait pu raconter comment d'autres chanteurs et stars subissaient de la même pression, mais que personne n'osait en parler. Des mots auraient pu être échangés sur la solitude dans l'industrie, la séparation entre l'artiste et le manager, qui aurait pu figurer sur la cassette. Ces passages donneraient une image très différente de Karen, non pas celle d'une étoile brillante, mais celle d'une jeune femme prise dans un cercle vicieux sans issue. Les cassettes auraient pu raconter les cauchemars de Karen concernant sa carrière. Elle aurait pu enregistrer ses luttes, incapable de trouver une issue à son sentiment d'être un produit de consommation exploité. Karen aurait pu consigner ses sentiments concernant l'obligation d'annuler des rendez-vous chez le médecin, le manque de temps pour prendre soin d'elle-même entre les représentations, les entretiens et les événements, parce qu'il fallait tout privilégier pour le travail. Elle aurait pu décrire ce que c'était que d'être une femme épuisée physiquement et mentalement, mais incapable de parler de peur de tout perdre. En outre, la cassette a pu enregistrer des conversations secrètes entre Karen et Dionne, au cours desquelles Karen exprimait ses sentiments d'impuissance et de désespoir. Conversations au cours desquelles Dionne était la seule à comprendre sa souffrance. Dionne a peut-être enregistré la dernière promesse de Karen, qu'elle n'abandonnerait jamais, quelle que soit la gravité de la situation, et qu'elle continuerait à se battre pour les gens qui l'aiment, même si elle savait au fond d'elle-même que l'industrie était en train de la tuer à petit feu. Les passages émotionnels douloureux concernant la relation de Karen avec sa famille peuvent présenter un intérêt particulier pour la cassette. La cassette a peut-être enregistré Karen se confiant à Dionne sur le manque d'amour et de compréhension de sa famille, en particulier de sa mère. Elle a pu parler de la façon dont elle s'est toujours sentie obligée de vivre selon un modèle créé par sa mère, sans jamais avoir la possibilité d'être vraiment elle-même. Et il est possible que, sur l'enregistrement, Karen a exprimé que, bien qu'elle aime sa famille, leurs attentes ont largement contribué à lui donner le sentiment d'être perdue et sans valeur dans sa propre vie. Enfin, la cassette pourrait permettre à Karen de révéler des secrets jamais dévoilés sur les coulisses de l'industrie musicale. Des histoires sur les producteurs, les managers et même les membres de la famille qui ont contribué à donner de Karen l'image d'un produit plutôt que celle d'une vraie personne. Les relations sombres, les mauvaises décisions de carrière et les mensonges vécus par Karen pourraient constituer une partie importante de la cassette. Ce qui fait souffrir Dionne, ce ne sont pas les secrets qu'elle a gardés pendant toutes ces années, mais la façon dont elle a tenu sa dernière promesse à Karen. Une promesse qui ne nécessitait aucun contrat ou vœu, juste de l'amour et de la loyauté. Une promesse selon laquelle, lorsque le monde aurait oublié Karen, Dionne serait celle qui dirait sa vérité, non seulement pour l'honorer, mais aussi pour faire savoir au monde que Karen a été enterrée par une industrie qui ne se soucie que de la perfection superficielle. La promesse finale. Dionne Warwick, après de nombreuses années, garde toujours une chaise vide à côté d'elle dans le studio d'enregistrement. Ce n'est pas par superstition ou pour créer une apparence dramatique. C'est simplement une habitude prise lorsqu'elle a pu partager des moments avec sa chère amie, Karen Carpenter, qu'elle n'a jamais eu la chance de voir vieillir. C'est une chaise pour quelqu'un qui est décédé, mais c'est aussi une façon pour Dionne de garder Karen vivante dans son cœur, comme un rappel que personne ne peut l'oublier, même si le monde a tourné le dos à Karen dans le passé. Dionne se souvient toujours de la promesse qu'elle a faite à Karen, une promesse qui ne nécessitait ni contrat ni serment, mais qui avait un grand pouvoir. « Je ne te laisserai pas disparaître comme si tu n'avais jamais existé ». Cette promesse est devenue un élément indispensable de la vie de Dionne. Elle garde toujours une partie de la mémoire de Karen et ne la laisse jamais disparaître dans l'oubli. Lorsque Karen est morte, Dionne s'est assise au dernier rang lors des funérailles, non pas parce qu'elle voulait éviter l'attention des caméras, mais parce qu'elle comprenait que tout ce que les gens voyaient était l'image d'une star. Mais elle, Dionne, pleurait pour une amie, quelqu'un qu'elle aimait et qu'elle n'a jamais voulu oublier. Pendant plus de 40 ans,
Dionne n'a jamais révélé le contenu de la cassette qu'elle avait conservée. Non pas parce qu'elle avait peur d'affronter la vérité, mais parce qu'elle pensait que certaines vérités, si elles étaient dites trop tôt, ne seraient pas comprises. Elle a attendu un monde moins cruel, un monde suffisamment mûr pour comprendre la douleur d'une jeune fille écrasée par les choses mêmes pour lesquelles les gens la louaient. Perfection, sacrifice, douceur. Tous ces éléments, ce que les gens voyaient à l'extérieur, étaient les choses mêmes qui détruisaient progressivement Karen de l'intérieur. Récemment, lors d'une interview, lorsque l'animateur a demandé à Dionne ce qu'elle dirait si elle pouvait revoir Karen, Dionne a souri mais n'a pas versé une seule larme. Sa voix tremblait lorsqu'elle a répondu « Je suis désolé de ne pas t'avoir sorti de là plus tôt, mais j'ai tenu ma promesse. Tu n'es pas oublié. » Ces mots n'étaient pas seulement des excuses tardives, mais aussi un témoignage de l'amour profond que Dionne avait pour Karen, malgré sa disparition trop précoce. Dionne a révélé qu'au fil des ans, elle avait enregistré une chanson spéciale pour Karen, une chanson qui n'a jamais été publiée. Intitulée « The Sound You Left Behind », la chanson ne comporte que du piano et la voix de Dionne. Il n'y a pas d'apogée, pas d'accompagnement dramatique, juste une douce chanson d'amour, célébrant une amitié éternelle, pour une amie qui est partie, mais qui n'a jamais vraiment disparu de son cœur. Dionne a un jour interprété cette chanson lors d'un concert commémoratif privé, en présence de seulement 20 personnes, toutes des amis proches de Karen. Ceux qui étaient restés silencieux pendant de nombreuses années, ceux qui ne pouvaient pas l'oublier, mais qui ne pouvaient pas non plus s'exprimer. Chaque année, le jour de l'anniversaire de la mort de Karen, Dionne réserve une soirée pour se souvenir de sa chère amie. Il n'y a pas de plan spécifique, juste une soirée tranquille, assise seule au piano et jouant un enregistrement de la chanson « We've Only Begun », une chanson associée au souvenir, à la musique que Karen a apportée au monde. Dionne reste assise tranquillement, écoutant à nouveau la voix de Karen. Une façon pour elle de s'affirmer que Karen vit toujours dans son cœur, dans le cœur de ceux qui l'ont aimée. C'est ainsi que Dionne tient sa promesse, qu'elle n'oubliera jamais, qu'elle est toujours là, même si Karen est partie. Dionne n'a jamais beaucoup parlé de Karen à la télévision, n'a pas écrit de mémoire et n'a pas raconté d'histoire sur son amie dans le but d'obtenir de la sympathie ou de la pitié. Elle n'en avait pas besoin. Dionne a simplement gardé Karen dans les moments calmes de sa vie, dans les souvenirs calmes de leur amitié et dans un petit tiroir à côté de son piano. Là, il y avait une vieille lettre, une pince à cheveux bleus, une cassette et une note manuscrite, toutes indispensables à la mémoire de Karen. Dionne a vécu, et vraiment vécu, même si ce n'était que pour une courte période. Elle n'a pas eu besoin d'en faire trop pour prouver son amour et son respect pour Karen. Karen a vécu et vivra toujours à travers sa musique, à travers les mots doux qu'elle a chantés, à travers les souvenirs que les gens ont d'elle. Et pour Dionne, Karen sera toujours là, dans les moments calmes de sa vie, dans son cœur et dans la musique qu'elles ont partagée. Si vous avez déjà entendu Karen Carpenter chanter et senti votre cœur s'attendrir, ou si vous avez déjà ressenti la douleur à laquelle elle a été confrontée, comment pensez-vous que Dionne Warwick a tenu sa promesse à sa chère amie? Ces promesses peuvent-elles apporter du réconfort aux personnes que nous aimons dans nos vies? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous aimerions beaucoup vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.